Alors, on continue notre exploration des comédies musicales de cette année 2023 en passant cette fois aux comédies musicales sur scène, des spectacles qu'on a pu voir cette année, tout d'abord en France. Et tout d'abord, on va parler d'un spectacle qui techniquement n'est pas un spectacle de 2023 mais de 2022, à savoir Starmania, qui donc a ouvert à la scène musicale en 2022, qui est ensuite parti en tournée dans toute la France et qui a été repris à la scène musicale depuis mi-novembre 2023 et jusqu'à fin janvier 2024. Et qui va repartir en tournée et qui va ensuite partir au Québec. On va dire c'est pas grave parce qu'il y a encore une longue carrière à ce spectacle, mais c'est vrai que finalement on nous en avait pas parlé lorsqu'on l'avait vu, donc à savoir à l'automne 2022. Oui, toutes nos excuses, on n'a pas trouvé le temps ni vraiment l'angle pour faire un épisode parce qu'on n'est pas du tout spécialiste des comédies musicales françaises. Donc on vous conseille les podcasts, notamment Les Rois du Monde Stone, évidemment vous les connaissez, et aussi celui de Musical Avenue pour en savoir plus sur Starmania, donc cette comédie musicale française culte, écrite par Michel Berger et Luc Plamondon, qui a été l'objet de différentes versions, différentes réécritures au fil des années, avec donc cette nouvelle version dont Fanny parle, mise en scène par Thomas Joly, qui a été un événement à la rentrée 2022. Voici du coup quand même nos impressions, même si les impressions datent un peu. Le spectacle nous avait quand même fait suffisamment d'impressions, je pense, pour qu'on s'en souvienne encore aujourd'hui, contrairement à parfois d'autres spectacles. Oui. Moi, j'avoue que j'y allais un peu sans attendre grand-chose parce que déjà je connaissais pas. J'avoue, je connaissais pas Starmania. Je savais pas du tout, mais alors pas du tout de quoi ça parlait. C'est pas trop le type de musique que j'aime et on va dire que l'absence de narration. Enfin, ouais, c'est ça, l'absence de narration peut-être au long cours. Mais bon, je revois un peu cette idée parce que c'est vrai que sur le coup, comme je découvrais le spectacle, j'ai eu l'impression d'avoir surtout une succession de personnages qui se présentaient les uns après les autres avec une petite vibe Cats, où à chaque fois, voilà, on avait un nouveau personnage et qui racontait son histoire. Mais finalement, c'est vrai aussi que ça raconte quelque chose de bout en bout. Donc j'avais noté qu'il n'y avait pas vraiment d'histoire, mais je pense que ça raconte quand même quelque chose, même si la narration est pas peut-être aussi classique que dans d'autres œuvres. Et j'avais pas du tout percuté, mais là je l'ai réalisé que très très récemment, que c'est inspiré de l'histoire de Patricia Hearst. Oui. Moi, que je connaissais que à travers le livre de Lola Lafont. Bref, pardon, c'est un peu décousu ce que je dis. Non, juste pour préciser l'histoire de Patricia Hearst, c'est la fille d'un magnat de la presse qui a été enlevée dans les années 70 par un groupe d'extrême gauche et qui finalement, en fait, s'est rallié à leur cause. Et donc, effectivement, c'est de loin en loin, je vais pas refaire toute l'histoire de Starmania parce qu'il y avait une première version avant qui s'appelait Angelina Dumas, où c'était centré sur ce personnage de femme qui était enlevée, etc. Et ça devient l'histoire du personnage de Crystal dans Starmania qui est enlevé par Johnny Roquefort mais qui finalement tombe amoureuse de lui et se rallie à la cause des rebelles en gros. Donc ça c'est un peu effectivement l'origine de l'histoire de Starmania. J'espère que je ne dis pas de bêtises et que les camarades des autres podcasts qui sont plus spécialistes que nous ne vont pas nous tomber dessus. Mais oui, il y a quand même cette histoire-là, et puis il y a aussi tout ce que je trouve très intéressant, l'univers totalement dystopique qui est présenté par l'œuvre. C'est très frappant, hein, et donc ça se déroule à Monopolis, donc cette espèce de ville donc futuriste, on est dans le futur, et on est dans un futur qui est pas joyeux. Et je trouve que le propos est étonnamment moderne, hein, puisque on a un propos sur la montée du fascisme, tout simplement, avec le personnage du politicien 0 janvier qui est un fasciste et qui s'apprête à prendre le pouvoir. Ce qui m'avait particulièrement choqué, c'était le fait qu'il chante avec un micro à la main. Et j'avoue que ça entrave quand même pas mal le côté jeu d'acteur, puisque on peut pas se défaire de l'idée que c'est quelqu'un qui est en train de chanter devant nous dans un numéro, et pas quelqu'un qui chante pour exprimer ses sentiments. Vous savez, l'espèce de, on va dire, de dichotomie qu'on peut faire dans la comédie musicale. Donc ça, j'avoue, ça m'a un peu perturbée, mais apparemment, c'est ce qui est souvent fait sur Starmania. Ah, je sais pas, je crois que c'était un choix de Thomas Joly, un truc sur le fait que les personnages sont toujours en représentation. Enfin voilà, il y a un concept derrière, même si je suis d'accord avec toi que c'est pas forcément une excellente idée, mais il y a un concept derrière. Je crois qu'il vient de Thomas Joly, mais je dis peut-être une bêtise, on vérifiera. Comme vous voyez, on fait des hypothèses parce qu'on ne connaît pas bien. mais en tout cas, on va dire de nos yeux de néophytes, personnellement, ça m'a un petit peu étonnée.
Et je me souviens aussi que pour certains personnages, j'avais du mal à comprendre ce qui se disait. J'ai noté d'ailleurs sur mon fichier, notamment la fille aux cheveux verts. Oui, c'est le personnage de Sadia. Oui, oui, je me souviens sur elle. Alors, je sais pas, je pense que c'était un problème technique de son. Ouais, sans doute, tout Je me simplement. souviens qu'on n'entendait pas bien ce qu'elle disait dans les chansons. Je comprenais pas le texte. Encore une fois, dans les comédies musicales, le texte des chansons est primordial. Donc ouais, le son était très fort et en même temps pas très distinct. Je pense, j'ai cru comprendre que ça s'est amélioré, le traitement du son, mais de toute manière, la scène musicale, à chaque fois que j'y vais, le son n'est pas excellent dans cette salle, il faut le savoir. Mais bon, à côté de ces petites réserves, ou en tout cas interrogations de notre part, je tenais à mentionner une super scénographie, des décors, enfin voilà, on voyait bien que les moyens ont été déployés à fond, on a des confettis, des projections de lumière, une vraie tentative d'immersion du public jusqu'au fond de la salle, hein, alors que, comme vous le savez, hein, la scène musicale, c'est une très très grande salle. Bah, la responsable de cette scénographie, hein, c'est notamment Emmanuelle Favre, dont on vient de vous parler dans le dernier épisode consacré à Titanic, hein, et dont on l'avait dit, hein, elle est habituée aux projets de très très grosse ampleur, donc ici ça ne fait pas exception à la règle. Je voulais aussi mentionner Alex Montambeau, qui joue le rôle de la serveuse automate, c'est bien le nom du Oui, personnage. C'est aussi le nom de la Marie-Jeanne. chanson. Marie-Jeanne, voilà. Je connais vraiment rien. Mais en tout cas, il m'a vraiment bluffé, hein. Il était absolument incroyable. Et il a été récompensé, Ouais, si je dis pas de bêtises, au trophée, pour ouais. sa performance au trophée de la comédie musicale. Et j'ai bien aimé aussi tout ce qui était en rapport avec le personnage de 0 janvier, donc ce fasciste-là qui se présente, qui accède au pouvoir. Voilà, toute l'iconographie, on va dire, fasciste était bien réussie, les projections des messages en noir et blanc, un peu à la Métropolis. Le moment aussi du meeting politique, donc de 0 janvier, était particulièrement glaçant, j'ai trouvé, parce qu'en fait, il se balade dans la salle avant d'accéder à la scène, donc se balade parmi le public. Et en fait, comme on est dans une salle qui ressemble vraiment au type de salle dans lesquelles on a des meetings politiques, à savoir plutôt des zéniths et non des théâtres à l'italienne comme le théâtre du Châtelet par exemple, bah c'était vraiment réussi. On avait vraiment l'impression d'y être et ça m'a semblé une bonne façon de tirer parti du type de salle dans lequel le spectacle allait être joué et ça m'a vachement convaincue ce moment-là. Vraiment, j'ai trouvé ça hyper glaçant. Complètement. Je trouve ça extrêmement froissé. J'étais glacée comme toi, au point de trouver choquant que les gens applaudissent. Oui. Parce que les gens, ils sont dans le spectacle, donc on leur dit 0 janvier arrive, on applaudit. Moi, je suis là, mais on n'applaudit pas, c'est un facho. Ouais, trop bien. Voilà, enfin, c'était vraiment très très prenant. Un peu dans le même esprit que dans La Mélodie du Bonheur, la scène du concert, les mises en scène qui font le choix d'avoir les officiers nazis qui circulent dans les rangs de l'orchestre comme si on était nous-mêmes les spectateurs du spectacle. Ça fonctionnait extrêmement bien. Comme toi, j'ai été très très prise par ça. Oui, et j'étais moi-même surprise finalement de ma propre exaltation au sortir du spectacle. Parce que, bah, comme je le disais, j'en avais un peu rien à faire de ce Starmania au sens où c'était pas du tout un spectacle culte pour moi. Et pourtant, je suis ressortie hyper ravie. Voilà, j'en avais pris plein la vue. Donc, j'ose même pas imaginer finalement le kiff pour ceux qui adorent déjà le spectacle, qui connaissent très bien les chansons. Ça doit vraiment être une expérience incroyable. D'ailleurs, la salle était comble et le public était vraiment à fond. Donc, c'était chouette à voir en fait, ça aussi tout simplement. Oui, comme toi, j'ai vraiment été pris. Hein. J'ai trouvé ça vraiment impressionnant. La mise en scène m'a soufflé, l'énergie de comédien aussi. En plus, personnellement, j'ai adoré la musique dès l'introduction très rock, qui est absolument incroyable. Je me rendais pas compte à quel point, qu'il y avait autant de tubes en fait dans Starmania, plein de chansons que je connaissais déjà. Mais non seulement ça, mais aussi j'ai découvert des morceaux que j'aime beaucoup, comme Starmania, ou encore la chanson Le rêve de Stella Spotlight, qui est donc la scène de fin. Hein, je révélerai pas ce qui s'y déroule, mais avec le personnage de Stella Spotlight, donc qui est cette actrice sur le déclin, qui évoque des personnages aussi de films hollywoodiens, donc aussi ça peut nous parler aussi nous en tant que cinéphiles. J'étais vraiment bouleversée par cette scène et l'interprète de Stella Spotlight qui s'appelle Mag est absolument superbe, sa voix est incroyable, ça m'avait bouleversée. Voilà, donc c'est un spectacle qui me convainc pas moi non plus, surtout en termes d'histoire, en termes de personnages, mais au final ça importe peu quand on voit le spectacle tellement c'est bluffant quoi.
On peut aussi peut-être mentionner l'utilisation assez intéressante de la vidéo, enfin quelque chose qu'on commence à voir pas mal, hein, mais l'incorporation du fait de filmer les interprètes sur scène et de projeter en même temps si je dis pas de bêtises, hein, Oui. de projeter ce qui est filmé en direct sur un écran, donc sur scène. Et ensuite de combiner ça avec des choses filmées en amont. Enfin, Oui. à la fois après on filme dans les coulisses et ensuite on projette quelque chose qui a été filmé en amont. C'est un moment donné où on a des personnages qui s'enfuient en fait. Et c'est vraiment bien réussi. Et ça, c'est un type de mise en scène qu'on voit de plus en plus, il me semble, aujourd'hui dans le théâtre contemporain. Et qui est assez intéressant de voir que ça irrigue l'univers de la comédie musicale, où en termes de mise en scène, on est parfois, je dirais pas moins innovant, mais en tout cas sur des choses peut-être un peu plus classiques. Bien évidemment, ça dépend des œuvres aussi, mais voilà, ça m'a fait réfléchir à cette question, la mise en scène dans un spectacle de comédie musicale. Le dernier point que je voulais soulever, c'est le côté un petit peu nostalgique, référencé, parce que voilà, Starmania, c'est une œuvre culte qui est très très liée à son créateur Michel Berger, et aussi aux interprètes originaux des titres, hein, France Gall, Daniel Balavoine, etc. Et ce côté nostalgique se retrouve un peu dans ce spectacle de Thomas Joly, avec notamment un moment où on a un hologramme de France Gall qui est projeté, où on entend chanter Monopolis. Il y a aussi à la fin projeté en très grand sur le fond de la scène une photo de Michel Berger et de Luc Plamondon. Ce côté très référencé au créateur de l'œuvre me paraît pas forcément indispensable. Après, je peux le comprendre, mais voilà, c'est peut-être l'aspect, mais qui fait sans doute aussi plaisir aux fans. Hein. C'est aussi, comme tu le disais, il y a énormément de gens qui sont ultra fans et qui prennent un plaisir fou devant ce spectacle, et ça, c'est vraiment toujours très agréable, quoi. On en a fini avec Starmania et donc maintenant on s'attaque au véritable spectacle produit en 2023. A commencer par le spectacle Al Capone qui s'est joué aux Folies Bergères en début d'année et qu'Anna a vu début mars 2023, que je n'ai pour ma part pas pu voir. Alors, comme son nom l'indique, c'est une comédie musicale sur le célèbre gangster Al Capone qui semait la terreur à Chicago dans les années 20. Le ténor d'opéra Roberto Alagna jouait le rôle titre. On avait Bruno Pelletier, un interprète très connu, notamment pour Notre-Dame de Paris, qui jouait Elliot Ness, le célèbre policier qui a traqué Capone toute sa vie. Kaina Blada, qui jouait la sœur d'Al Capone. Et Angoun, la chanteuse Angoun, qui jouait une patronne de club en couple avec Capone. Cette comédie musicale a un livret, des paroles et une musique de Jean-Félix Lalanne. Alors, malgré un sujet potentiellement intéressant, le livret était vraiment la grande faiblesse de cette comédie musicale. Moi, j'étais contente. Je me dis, Al Capone. J'attendais des histoires de crimes, je sais pas, qu'on voit des flingues, tu vois, qui se tirent dessus, des histoires de corruption. Et en fait, qu'est-ce qu'on a? Une histoire d'amour entre Elliot Ness et la sœur d'Al Capone. Non mais... c'est tellement cucu en mode, c'est une sous West Side Story. Deux camps qui s'opposent, en plus c'est la sœur du chef du camp, enfin bref. L'acte 2 est indigent, avec notamment des personnages aux réactions totalement incohérentes. Par exemple, le personnage joué par Kaina Blada, elle pardonne à son mec entre deux scènes, alors qu'elle lui fait la gueule, la scène d'après elle lui fait plus la gueule, et t'es là, ah ok, enfin vraiment c'est très mal écrit. Et en plus, je suis désolée, mais je supporte pas l'idée de mettre en scène des couples avec une telle différence d'âge. J'ai regardé Bruno Pelletier et Kaina Blada, ils ont littéralement 30 ans d'écart. Et les mettre comme ça en couple sans se poser la question, enfin moi je trouve que c'est plus possible, quoi. Les qualités quand même de la comédie musicale, Kaina Blada, très belle découverte, elle chante très bien. Et elle jouait avec une belle sincérité. J'avais voté pour elle, elle a pas eu malheureusement, mais en second rôle féminin au trophée de la comédie musicale. Les chorégraphies aussi étaient assez sympas. Et il y avait aussi notre amie Lisa Lanteri parmi les danseuses. Les danseuses étaient très bien. Cet aspect-là était chouette. Il y avait aussi quelques moments intéressants de mise en scène, comme une fusillade en ombre chinoise plutôt réussie. Et quelques chansons, notamment le duo entre Capone et sa sœur, qui s'appelait La Maschera, donc en plus qui ramenait aux origines italiennes, donc qui permettait aussi à Roberto Alagna de chanter en italien, voilà. C'était une des chansons plutôt sympas, mais le spectacle est quand même, en raison très majoritairement du livret, raté dans l'ensemble. Et d'ailleurs, il a pas très bien marché et il a dû s'arrêter plus tôt que prévu. Maintenant, un spectacle que moi, je n'ai pas vu, c'est une version de Certain Lame Show qui s'est joué à Paris et que Fanny a vu en mai 2023. Alors, ce n'est pas une comédie musicale et ça n'a absolument rien à voir avec le spectacle qui s'est joué à Broadway jusqu'à tout récemment. Mais comme le film de Wilder dont il s'inspire, c'est un spectacle qui va intégrer quelques chansons. C'est un tout petit spectacle avec 4 actrices
et qui s'est joué donc au Théâtre de la Flèche à Paris. Et donc le spectacle va lointainement reprendre le pitch du film de Wilder de 59, puisqu'on a 2 comédiens à la recherche de travail qui vont être témoins d'un meurtre et qui, pour échapper aux criminels qui se sont lancés à leur trousse, vont se réfugier dans un théâtre dans lequel joue une troupe exclusivement féminine. Et comme cette troupe est à la recherche de 2 nouvelles actrices, puisque 2 actrices viennent de faire défaut, eh bien, elles vont se faire passer pour des femmes pour échapper à leurs poursuivants. J'avais été intriguée en fait par une bonne critique de ce spectacle sur le site de Regard en coulisses, et donc j'ai voulu voir. Et j'ai été plutôt conquise par ce spectacle, même si je le signale, j'étais très très malade. Quand j'y suis allée, j'avais une angine et c'était horrible. Mais malgré tout, j'ai quand même passé un bon moment parce que les comédiens et comédiennes étaient époustouflants et étonnamment attachants. Au début, j'avoue que ça faisait vraiment craindre le pire parce que, voilà, on est aussi dans un théâtre relativement artisanal. Il y avait aussi pas mal de problèmes techniques. Notamment lié au fait que, comme dans Star Media, on avait une très grande incorporation de l'audiovisuel au spectacle, avec justement des trucs aussi filmés en dehors du théâtre, dans la rue juste à côté. Mais ça fonctionnait pas très bien. C'est le genre de truc qui, quand ça marche, c'est super, mais dès qu'il y a un problème technique, ça la fout mal. Donc voilà, ça commençait mal. Et au début, le jeu des comédiens apparaissait un petit peu forcé, en mode, voilà, on arrive dans un théâtre, qui est le théâtre dans lequel on est censé assister au spectacle. Ah, vous êtes là pour un spectacle. Enfin, au début, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que ça va donner? Et en fait, on est embarqué. Étonnamment, hein, vraiment, j'ai été surprise et voilà, je me suis laissée totalement embarquer dans le spectacle. On s'attache aux personnages, on a envie de savoir comment ça va se résoudre. On s'amuse aussi à voir les petits clins d'œil, hein, évidemment, au film de Wilder avec Marilyn. Et on a donc quelques chansons chantées sur scène. On a aussi pas mal d'interactions avec le public, hein, facilitées par le cadre très très intimiste du spectacle. Et tout cela fonctionne très bien. Je ne sais pas si le spectacle a tourné par la suite, si par exemple il a été au Off d'Avignon, j'ai pas vérifié, mais en tout cas là encore c'est un spectacle qui mérite de piquer votre curiosité. Autre spectacle, cette fois, qu'Anna a vu et que je n'ai pas vu, hein, décidément, on a du mal à se coordonner. C'est La force qui ravage tout de David Lescaut que Anna a vu fin mai 2023 à Créteil. Oui, donc nouvelle production de David Lescaut, un metteur en scène qu'on aime beaucoup, qui avait fait il y a quelques années Une femme se déplace, une pièce qu'on avait beaucoup aimée. Alors La force qui ravage tout, c'est un récit choral, comme souvent chez David Lescaut, autour de personnages qui ont comme point commun d'avoir vu le même opéra le même soir, et leur vie en est bouleversée d'une manière ou d'une autre. Alors ça parle de la place de l'art dans nos vies, mais aussi de relations amoureuses tumultueuses. Je pense que le terme La force qui ravage tout désigne à la fois l'art et à la fois l'amour dans la vie de ces personnages. Ça a été pour moi un grand plaisir de retrouver la troupe après Une femme se déplace, parce que David Lescaut, il a des comédiens, on va dire, fétiches, qu'il réutilise de pièce en pièce. Et c'est une troupe vraiment très talentueuse. Donc ils étaient toujours super, dans des rôles pour certains assez différents. Ludmila Dabo, qui était donc la femme se déplace dans la pièce précédente, ici joue une politicienne désabusée. Mathias Girbig, qui était plutôt cute dans Une femme se déplace, là joue un petit voyou. Voilà, ils arrivent à renouveler un peu leur personnage, et je trouve aussi que certains se sont améliorés vocalement. Donc voilà, plaisir de retrouver ces comédiens aussi, je trouve, de pièce en pièce, donc j'ai hâte de voir leur prochain projet. Musicalement, c'est assez chouette, beaucoup de moments parlés chantés, vraiment très bien fait, avec le fait de parler en rythme, mais sans que ça fasse trop artificiel. Il y a une séquence, plusieurs séquences de débats politiques en chant et en rap qui sont vraiment chouettes. Ça peut faire penser à Hamilton, mais c'est pas exactement écrit et mis en scène de la même manière. La seule chose qui m'a un petit peu déçue, c'est la fin, un peu trop longue et trop conceptuelle, trop bizarre, avec une scène dans une église. J'ai pas trop compris quel était le propos. Je trouvais que ça rompait trop avec le reste du récit. Mais malgré tout, encore une fois, une proposition théâtrale et musicale très singulière et très intéressante. Le spectacle se joue encore en 2024, il sera en février à Caen, début mars à Bordeaux, fin mars à Nice et mi-mai à Sénart. Donc vous avez encore d'autres occasions de le voir, j'essaierai peut-être pour ma part de le voir d'ailleurs à Sénart mi-mai. Voilà, n'hésitez pas si vous avez l'occasion de découvrir cette pièce. Alors maintenant, on voulait faire un petit point sur le Festival du Musical, qui est un événement dont vous avez sûrement entendu parler si vous êtes nos auditeurs et auditrices, parce qu'on a fait un partenariat avec eux, qui s'est tenu en juin.
et qui, en plus d'avoir été le théâtre d'une superbe table ronde animée par Fanny et moi-même sur les adaptations de comédies musicales en français, a eu aussi présenté plusieurs showcases de futures comédies musicales qui allaient se monter bientôt, et notamment une future version française de Kinky Boots. Et donc, on l'avait dit justement lors de notre table ronde de juin, quand on a reçu Julien Baptiste, qui est auteur de l'adaptation française de Kinky Boots et interprète du rôle de Charlie, c'était trop bien. Et on a trop hâte que ça se joue en vrai. Il était question, il me semble à l'époque, que ça se joue en février 2024. Mais bon, donc du coup, comme on n'en a pas réentendu parler, j'imagine que ça a été retardé. Mais j'espère vraiment que ça va se faire et que ça va être monté intégralement dans un théâtre. Oui, c'était superbe. Présentation de quelques chansons bien choisies. Il y avait, si je dis pas de bêtises, Land of Lola, Step One ou encore Not My Father's Son. C'était très très chouette, de bonnes traductions de Julien Baptiste. Et une mise en scène de Christopher Lopez pour ce spectacle. Ouais, à noter vraiment l'interprète de Lola, Daniel Loeyo, qui est un ancien de la Star Academy apparemment, qui était absolument incroyable. Quel charisme ce comédien, je le connaissais pas du tout, mais j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire sur scène quand on aura la version complète. Ah ouais, je pense qu'il a vraiment époustouflé tout le monde. Hein. On ne parlait que de lui à l'issue de la représentation. Et le reste de la troupe était néanmoins extrêmement super. Hein. On avait aussi quelques grands noms de la comédie musicale française dans la troupe. Alors, il y en a sans doute plein que j'ai pas reconnus, hein, mais j'ai notamment reconnu Charlotte Herviot. Et tous avaient l'air super contents d'être là, super émus aussi de présenter ce travail. Donc ça aussi, ça donnait vachement envie en fait. Et ça semblait hyper abouti. Pour un showcase, moi c'est ça aussi qui m'a étonnée, c'est que comme tu dis, les chansons étaient bien choisies, ça faisait sens en soi en fait, et ça donnait trop envie quoi. On a hâte. Autre showcase qui a été présenté dans le cadre du festival musical, c'était celui de American Idiot, alors qui pour le coup, à l'inverse, a été joué quasiment en entier. Hein. C'était pas du tout une sélection de quelques chansons, mais vraiment la pièce dans son intégralité, par une jeune troupe très énergique, j'ai trouvé, qui faisait, honneur au spectacle par leur vivacité, leur jeunesse. Hein. Je pense qu'il y avait aussi un sentiment, je me disais, mais ils ont 20 ans. Je me sens vieille. Je me sens vieille quand je vois ça, quoi. Donc une troupe aussi très sympathique. Vous pouvez écouter notre interview dans notre épisode sur les Jukebox Musical. On avait rencontré deux des créatrices de cette version de American Idiot. J'avoue que pour le coup, American Idiot, c'était vraiment pas trop mon style de musique et d'univers, et que j'ai trouvé ça un peu long parce que je m'attendais justement à un showcase de juste quelques chansons. Mais comme toi, hein, je salue vraiment l'effort de la troupe et de la production d'un spectacle pareil. Voilà, jouer in extenso en anglais en plus, de façon presque professionnelle. C'était vraiment une gageure, donc bravo. Alors maintenant, en prolongation, en lien toujours avec le festival du musical, on voulait vous parler de la pièce Holidays qu'on a vue à la rentrée en septembre. Holidays, c'est une création française, un jukebox musical autour des plus grands succès de Madonna, avec donc une histoire de Nathan Guichet et des dialogues de Gaëtan Borg. On avait interviewé Nathan lors de notre épisode spécial Jukebox Musicals. L'histoire de Holidays, c'est la suivante. On a donc 3 copines d'enfance qui ont l'habitude de se retrouver dans la maison d'une d'entre elles pour les vacances d'été. Et elles le font jusqu'à la fin de leur adolescence avant de couper les ponts. 15 ans plus tard, elles se retrouvent à l'occasion du mariage de l'une d'entre elles. Alors c'est un pitch, on va dire, qui a un peu des airs de Mamma Mia, hein, de réunion 15 ans plus tard. Et on peut le dire, hein, ce Holidays, c'est une vraie bonne surprise. On s'y allait en se disant qu'on allait passer un bon moment sur les chansons de Madonna. Et en prime, on a une histoire intéressante et alors vraiment inattendue. En fait, en y allant, comme tu dis, je m'attendais à ce que le livret soit un peu banal, un peu cucu, et que le spectacle vaille surtout pour les numéros musicaux. En fait, finalement, c'est presque l'inverse. Non pas que les numéros musicaux étaient pas bien, mais ce qui m'a vraiment marqué, et toi aussi, c'est la qualité du livret. Parce qu'à partir d'un pitch assez basique et de personnages relativement archétypaux, l'histoire se développe d'une manière très efficace avec des dialogues donc de Gaëtan Borg plutôt bien écrits et plutôt marrants. Alors je pense que ça nous est quasiment jamais arrivé de dire cette comédie musicale est particulièrement bien à cause de son livret, hein, soyons clairs. C'est vrai. Alors moi, je ne m'attendais pas au fait que petit 1, il n'y ait non pas un, mais 2 personnages lesbiens, et petit 2, ce soit même le sujet de la comédie musicale, hein. C'est un peu de l'entrisme comme on aime, c'est pas du tout centré sur ça, c'est juste comme ça, et voilà.
C'est un huis clos assez intelligent, hein. Tout se passe dans la chambre d'enfance de Louise, hein, donc dans cette fameuse maison de vacances, sauf la fin qui est filmée ailleurs, enfin du coup qui est projetée, hein, donc filmée en extérieur et projetée sur scène, qui est peut-être d'ailleurs assez dispensable cette fin. Oui, de manière générale, comme souvent, l'utilisation des écrans est pas hyper pertinente. On a des vidéos des personnages enfants puis ados, des animations pas très belles pendant certains numéros, puis donc cette fin dont tu parles, cette fausse vidéo en mode vlog à la fin qui n'est pas très réussie et qui est mal mixée au niveau du son. C'est censé imiter un peu une vidéo d'influenceuse qui montrerait, qui ferait un vlog de sa vie, quoi. Et c'est pas assez bien réalisé pour que ça fonctionne, je trouve. On s'est aussi dit que les chansons auraient peut-être mérité d'être réarrangées. À plusieurs reprises, on s'est dit qu'il y avait des chansons qui étaient chouettes, mais qui étaient peut-être pas mises assez justement en valeur. Par exemple, sur le numéro Vogue, peut-être que la chanson aurait dû être arrangée différemment. Les solos nous ont à plusieurs reprises aussi semblé un petit peu longs et nous ont semblé avoir pour effet de ralentir l'action inutilement. Voilà, on s'est un peu interrogé sur les chansons, mais c'était sans doute essentiellement dû à des problèmes de son et de micro à ce moment-là. Alors c'est toujours un peu dommage parce que c'est des trucs hyper bateaux, hyper basiques qui nuisent à la qualité du spectacle, alors que les performeuses, les interprètes étaient incroyables. Oui, il y avait un problème de mixage qui faisait que les voix étaient un peu noyées dans les instrumentaux et on n'entendait pas bien, comme tu dis, les qualités vocales des comédiennes qui sont pourtant toutes des chanteuses aguerries et très talentueuses. On les a pas mentionnées, je pense qu'il faut le faire. Juliette Béard, Fanny Deleg, Nevedia et Anaka, qui étaient toutes très très bonnes comédiennes et chanteuses. Et effectivement, ce problème de son faisait que sur les solos, notamment celui d'Anaka qui m'a marqué, bah du coup ça pêchait un peu quoi, et du coup ça paraissait long, peut-être que ça aurait paru moins long si on avait mieux entendu la voix, mieux entendu les paroles. Donc voilà, c'est toujours parfois les problèmes techniques qui interfèrent un peu avec la qualité intrinsèque du spectacle, qui ont peut-être été résolus depuis, je ne sais pas. Voilà, j'avais juste une petite remarque sur l'utilisation un peu tarte à la crème de certains morceaux, donc dans le cadre du jukebox musical, comme par exemple Papa Don't Preach, qui est une chanson sur une adolescente qui tombe enceinte. Évidemment, j'ai deviné tout de suite comment elle allait être utilisée dans l'intrigue, mais bon, c'est le jeu du jukebox musical, comme ça, de devoir intégrer des paroles de chansons à une histoire. Mais franchement, un chouette spectacle qu'on vous conseille vivement s'il reprend, et reprendra sûrement à un endroit ou à un autre. Ensuite, un peu plus tard, à la rentrée, on a vu Hedwig and the Grinch, et ça, on vous a consacré un épisode complet. Donc, vous pouvez vous y reporter, mais on vous conseille énormément d'aller voir Hedwig and the Grinch au Café de la Danse à Paris. Ensuite, on va commencer à parler des différentes comédies musicales produites par Stage Entertainment en France. Alors tout d'abord, Spamalot, qui se joue depuis cet automne au Théâtre de Paris, eh bien on va pas vous en parler tout de suite, parce qu'en fait on va faire un épisode dédié à venir très très vite. Donc voilà, pour Spamalot, se référer à notre épisode qui devrait arriver dans le courant du mois de janvier. Et on va donc directement vous parler de Mamma Mia qui se joue, elle, au Casino de Paris, à ne pas confondre, mais j'ai enfin compris que en fait les deux institutions, enfin les deux théâtres étaient très proches l'un de l'autre, à deux rues d'écart, donc voilà. Le jour où tu t'es gouré, t'es allé à l'un alors Le qu'il fallait à jour l'autre. où, en me répétant c'est le théâtre de Paris, j'arrive en suivant mon GPS devant le Casino de Paris. Je me suis dit, oh merde, je vais jamais le faire, je vais jamais y être. Et en fait, c'était juste à côté. Et donc, au Théâtre de Paris, Mamma Mia en VF. Non, au Casino de Paris. Voilà. Je reprends donc. Et donc, au Casino de Paris, Mamma Mia en VF, qui se joue depuis fin octobre, si je dis pas de bêtises. Et une VF qui, on peut commencer par ça, hein, fonctionne étonnamment bien. Hein. On dirait que sur le tard, on devient pro-traduction, hein, dis donc. Ces traductions sont bien faites, on voit bien le rapport avec l'intrigue. Mais bon, j'avoue qu'en même temps, j'ai pas une connaissance fine des paroles des chansons originales, hein, parce que bon, on le rappelle, hein, Mamma Mia, c'est une comédie musicale jukebox autour des chansons du groupe ABBA, et que donc ici, la particularité, c'est que même ces chansons donc préexistantes au spectacle sont ici traduites. Oui, bah moi je connais plutôt bien pour le coup les paroles originales d'ABBA et je reste vraiment une assez grande fan de cette version française. Je l'avais vue à Mogador il y a une dizaine d'années, j'en avais parlé, si ça vous intéresse, vous pouvez écouter notre épisode sur Mamma Mia. Déjà à l'époque, ces traductions m'avaient convaincu, je reste sur cet avis.
Il y a aussi une adaptation au contexte de la France, puisque par exemple les personnages changent de nom, ils ont des noms français, ils ont aussi des professions, etc. Les milieux dans lesquels ils évoluent sont plus adaptés au contexte français, et ça fonctionne très correctement. Le décor est assez sobre, mais j'ai l'impression que c'est le cas dans la plupart des productions de Mamma Mia, et ça fonctionne assez bien. Le cast est absolument incroyable, en particulier l'interprète de Donna et ses deux acolytes. Hein. Les trois sont bluffantes au niveau du jeu comme du chant. Elles sont vraiment super. Comme toi, j'étais très convaincue par les interprètes. Donc, l'interprète de Donna, c'est Gaëlle Gauthier. Et elle a la particularité d'avoir, en fait, été, il y a 10 ans, dans le rôle de Sophie à Mogador. Je trouve ça vraiment chouette, en fait, de voir cette artiste grandir avec les années et avec cette œuvre qui aura marqué sa vie, j'imagine. J'ai beaucoup aimé Christelle Bonnard en Rosie, une des deux acolytes. Hervé Lewandowski dans le rôle d'Henri aussi. Et Maëlys Affran, celle qui fait Sophie, qui m'a fait, je trouve qu'elle ressemble un peu à Marie Aupert, physiquement. Mais dans un style un peu moins poche, si je peux me permettre, que Marie Aupert. J'étais moins convaincue par l'interprète de Sky, un peu douchebag, mais bon, c'est sans doute dû au personnage. Donc Sky, c'est le fiancé de Sophie, là. C'est sans doute dû plus au personnage qu'au comédien, le pauvre. On peut signaler aussi la présence de Fabien Richard dans le rôle alors d'un des anciens amants de Donna, mais j'avoue, je ne me souviens pas de son prénom. Mais surtout qu'il change de nom. Non, c'est peut-être Sam. Ok. C'est peut-être toujours Sam en français, je sais plus. Et alors, on peut souligner le grand écart que Fabien Richard fait entre comédien, la comédie musicale Comédien au Théâtre de la Huchette, et Mamma Mia. Oui, bah Fabien Richard, il a aussi fait le MC dans Cabaret, donc c'est un interprète, on va dire, éclectique. On a dans cette comédie musicale aussi un final très participatif avec une dernière chanson en anglais, hein, Waterloo, voilà, pour aussi que le plaisir de chanter tous ensemble les chansons qu'on connaît à la fin du spectacle. Ouais, c'était vraiment agréable de manière générale, très bonne ambiance, les gens frappaient des mains. Pour le coup, c'est une comédie musicale que je pourrais conseiller à énormément de gens d'aller voir parce que c'est feel good, quoi, c'est très agréable. On reconnaît même la patte de Phyllida Lloyd, vous savez, la fameuse réalisatrice notamment de La Dame de Fer, mais aussi metteuse en scène de Mamma Mia sur scène et réalisatrice du premier film adapté du spectacle. Et donc on reconnaît sa petite touche dans le dernier plan, on va dire le dernier tableau hein, sur scène, du jeune couple qui part dans la lumière. Moi, j'ai beaucoup pensé à La Dame de Fer. En vrai, je me demande toujours, en fait, quelle est la marge de manœuvre dans la mise en scène, les costumes, tout ça, dans ce cadre de franchise importée clé en main, en fait, des États-Unis ou d'Angleterre. J'ai toujours pas bien compris hein, ce principe de la licence, dans quelle mesure tu peux changer des trucs. Je pense que tu peux presque rien changer, mais je sais pas exactement. En l'occurrence, je pense que c'est très limité, hein, la marge de manœuvre en termes de mise en scène. J'ai regardé d'autres productions, des slime tutorials sur YouTube. Et sauf quand je suis tombée sur des productions amateurs, mais quand c'était des productions professionnelles, ça ressemblait, c'était ce même décor. Je pense qu'il y a très peu de marge de manœuvre. Alors, il y a un choix de mise en scène qui m'a surprise, qui est que quand un personnage chante, souvent les autres ne font rien. Enfin, sont en mode freeze, arrêt sur image. Je sais pas si c'est un héritage du film. J'ai remarqué aussi que d'ailleurs dans Titanic, ils faisaient ça aussi parfois. Pourquoi ils font ça? Enfin, je trouve quand même que c'est un usage curieux. Et pour conclure, hein, comme toi, je pense que ça peut très très bien marcher, hein, ce type de spectacle en France. Hein, c'est une comédie vraiment populaire avec des actrices comiques hyper même télévisuelles. Enfin, tu vois, ça m'a vraiment fait penser aux comédies françaises. Enfin, il y a quelque chose qui, je pense, peut beaucoup parler au public français. C'est très entraînant. Et pour finalement le public qui connaît pas trop Mamma Mia, c'est peut-être surtout le spectacle du film. Voilà, le spectacle tiré du film qui a très bien marché, même en France, plus qu'une adaptation d'une comédie musicale de Broadway. Ni même qu'une comédie musicale avec les chansons d'ABBA. Donc je pense que ça a vraiment tout pour cartonner un certain temps au Casino de Paris. Je sais pas s'ils vont faire une tournée, parce que je me disais, je vais le conseiller à, je sais pas, à mes parents, etc., ou à mon frère, quand ça passera en province. Donc je suppose qu'il y aura peut-être une tournée, parce que ça vaut vraiment le coup, ça peut marcher. Ça peut carrément marcher en tournée, ouais. Alors, on voulait, toujours à propos de Stage Entertainment, nos amis de Stage, on voulait mentionner la fiction sonore Callback, qui est donc produite par Stage Entertainment, écrite et réalisée par Anne-Claire Jolin, et qui suit en quelques épisodes le parcours d'une jeune comédienne chanteuse qui souhaite intégrer justement la troupe de Mamma Mia. C'est une fiction sonore très sympa, donc une très bonne idée de départ, de très bonnes interprétations aussi vocales. Dommage juste, je trouve que ça soit un peu court.
Oui, j'espère vraiment qu'on va avoir la suite. Moi, je sais pas pourquoi j'étais persuadée qu'il y avait 8 épisodes. Du coup, j'étais vraiment déçue quand j'ai Ah réalisé que mince. j'avais déjà écouté les 4. C'est tout le backstage qu'on aime, ça, des actrices qui galèrent, des auditions foireuses et finalement la promesse d'un succès. Donc moi, j'ai vraiment envie d'avoir la suite et de rentrer encore un plus dans les coulisses finalement de la production de la comédie musicale. Et aussi, hein, ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est d'en savoir un petit peu plus sur les coulisses de la production de ce podcast. Comment est-ce que c'est venu? À quoi ça sert? Je crois que c'est une commande, tu me disais, Anna? Oui, donc Anne-Claire Jolin, je la connais un petit peu. C'est elle d'ailleurs, quand je l'ai croisée en soirée, il y a pas très longtemps, qui m'a dit «Mais faut que t'écoutes le podcast La Fiction Sonore que je viens de sortir». J'étais pas au courant. Donc Stage, si je peux me permettre une critique, vous avez pas beaucoup fait la promotion de ce podcast. Et donc oui, ils avaient cette idée de faire un podcast, une fiction sonore sur les coulisses en particulier en l'occurrence sur le parcours d'une jeune comédienne, etc., qui voudrait intégrer la pièce. Et donc ils ont cherché une scénariste. Je sais pas pourquoi ils m'ont pas demandé à moi. Je suis ravi qu'Anne-Claire elle ait fait, mais ils auraient pu me contacter si je peux me permettre. Mais voilà, c'est vraiment une idée à eux. Ils sont allés chercher une scénariste, réalisatrice pour le faire. Et j'aime beaucoup ce principe de Stage qui produit une production sur les coulisses de ses propres spectacles. Ça me fait aussi penser pour le coup à la façon dont Disney se met en scène dans High School Musical. Là, on a aussi cette idée finalement aussi de contrôler le discours sur les coulisses de la production. C'est plutôt rigolo. C'est vrai. Et évidemment, ça nous intéresse beaucoup. Autre spectacle que Anna a vu en 2023, Molière, l'opéra urbain, que tu as vu, Anna, le 19 novembre dernier, que je n'ai pas encore vu, mais que je vais peut-être essayer d'aller voir en 2024. Et oui, parce que finalement, je te l'ai conseillé, Eh à oui. ma surprise, hein, parce que je m'attendais pas forcément à aimer. Alors, c'est Molière, l'opéra urbain, ou le spectacle musical, parce que j'ai l'impression que maintenant, dans la promo, ils ont changé le sous-titre en cours de route, donc il y a peut-être eu un changement de stratégie marketing pour partir plus sur venez voir la nouvelle comédie musicale française plutôt que sur le côté urbain, je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a eu un switch. C'est une production de Dov Atia, donc célèbre producteur de comédie musicale française, qui notamment produit Les 10 Commandements, Le Roi Soleil ou encore Mozart l'Opéra Rock. C'est, donc comme je viens de le dire, bien mieux que ce que j'anticipais, notamment à l'époque où j'ai vu les premiers éléments marketing, qui étaient, il faut le dire, qui sont complètement copiés sur Hamilton. Si vous voyez l'affiche de Molière, c'est copié. Plus le titre Molière l'opéra urbain, qui me faisait penser à Mozart l'Opéra Rock, et qui est pas trop mon délire, donc j'étais pas spécialement hypé. Mais au final, c'est quand même un spectacle plaisant, qui envoie notamment du lourd visuellement, grâce aux décors, qui ressemblent un peu à ceux d'Hamilton, mais qui sont super. Aussi à la mise en scène de Ladislas Chola, et surtout aux chorégraphies absolument impressionnantes. Le premier acte est vraiment plaisant, même si là encore on voit l'influence énorme d'Hamilton, notamment avec le premier numéro où le héros se présente en répétant son nom, ça vous dit peut-être quelque chose. Donc c'est évident qu'il y a une énorme influence, mais il y a une belle énergie, et mine de rien, j'ai aussi, ce que j'aime bien parfois dans les comédies musicales, appris des choses. Je connaissais pas du tout l'histoire de Molière, sa troupe, comment elle a dû à plusieurs reprises chercher la protection d'une personne noble pour pouvoir continuer son travail, donc intéressant. Le deuxième acte est un peu plus plombant, se concentre un peu trop sur les histoires d'amour dont personnellement je me fichais un peu, et le côté problème de couple, deuil, personnage qui s'enferme dans son travail, là aussi ça fait très très Hamilton. La fin avec la mort de Molière est, on va dire, un peu émouvante. Il meurt entouré des personnages qu'il a créés, donc c'est plutôt mignon. Par contre, Fanny, tu vas être outrée, parce qu'il y a un tunnel de lumière pour montrer que le personnage va vers la mort. Ça, c'est pas possible, ça. Je me prépare, d'accord. C'est bien que tu m'aies fait un petit trigger warning. Voilà, c'est ça. Trigger warning, tunnel de lumière. Je trouve un peu dommage que, bon, désolé, mais encore, comparaison avec Hamilton, le développement des personnages soit quand même assez faible. Le personnage de Molière n'est pas assez bien caractérisé, les personnages féminins sont faibles, les membres de la troupe sont un peu interchangeables, j'avais du mal à identifier qui est qui. La musique, c'est pas trop mon truc, hein. C'est variétoche / R&B avec des arrangements très électroniques. Même si quelques mélodies restent mine de rien, j'avoue que notamment Regardez-moi et Tu finiras par tomber, si vous les entendez, je suis sûr que vous aussi vous vous souvenez de ces mélodies assez entêtantes. C'est dommage de ne pas avoir de groupe live qui pourrait interpréter les chansons, mais c'est toujours comme ça sur les comédies musicales à la française. Et entre les chansons, donc comme dans Hamilton, tout est slamé et ou on va dire parlé en rime. Ça, pour les coups, ça marche plutôt bien, même si parfois, quelques éléments semblent un peu moins naturels que d'autres, mais c'est plutôt bien. Les comédiens sont pas mal, à commencer par Petit Tom, qui est un artiste québécois multitalent, qui fait des acrobaties sur scène, c'est lui qui joue Molière, c'est assez impressionnant. J'ai bien aimé aussi l'interprète de Marquise, la comédienne, Shaina Pronzola, très grande, très charismatique.
et aussi Abby Bernadotte qui jouait le très dark Prince de Conti, qui est présenté comme l'antagoniste. On avait également David Alexis, un nom bien connu de la comédie musicale française, vu notamment dans Le Bal des Vampires ou encore Oliver Twist, qui est donc dans 2 rôles différents, très versatile, puisqu'il passe du rôle tragique du père de Molière à celui du frère du roi complètement déluré. D'ailleurs, il en fait des tonnes avec plein d'anachronismes dans les dialogues, genre « les bolos, vous avez le seum ?» Bon, c'est drôle 1 minute, après ça devient un peu pénible, j'avoue. Je pense que je vais râler sur ce point. Probablement, oui. Au final, malgré, j'avoue que là, je viens de faire pas mal de critiques, c'est quand même un spectacle agréable, bien fait, dynamique, et même si c'est pas franchement mon style, j'ai passé un bon moment, et en fait, finalement, je le conseillerais plutôt à qui me demanderait si c'est bien. Voilà, tout simplement. Eh bien, rien que ça, c'est assez étonnant. Et donc, on a envie d'en savoir plus et de le découvrir parce qu'on pensait beaucoup se moquer au début, hein, il faut être honnête. Ben oui. Jouons carte sur table pour une fois, on pensait y aller pour se moquer. Et finalement, on s'est même pas moqué, alors qu'on aime bien se moquer. Peut-être que toi, tu te moqueras, hein. Peut-être que moi, je me moquerai. Tu n'auras pas mon indulgence. Mauvaise comme je suis, c'est pas impossible. Donc 2 autres spectacles qu'on a vus en 2023 et dont on ne va pas vous parler dans cet épisode. A Funny Thing Happened on the Way to the Forum de Sondheim, donc qui a été joué, qui se joue au Lido, et on ne vous en parle pas tout simplement parce qu'on va vous en parler dans un épisode à venir. Et Titanic de Maury Heston qui s'est joué à l'Opéra Théâtre de Metz. Eh bien, on ne vous en parle pas parce qu'on vous en a déjà parlé dans l'épisode précédent. Voilà, on en a fini pour les comédies musicales en France en 2023. Mais on n'a pas fini l'épisode, on arrive presque au bout, je vous rassure, parce qu'on a vu des choses à Londres. Eh oui. Alors, le spectacle qu'on a vu toutes les deux, c'est quoi donc, Fanny ? C'est le One Woman Show de Rachel Bloom, qu'elle avait déjà joué sur un certain nombre de dates aux États-Unis. Et je me rappelle très bien, on s'était dit « Oh, mais elle va jamais venir en Europe, on va être triste, on va jamais la voir, il faut qu'on aille aux États-Unis, notre vie est horrible, tout ça, tout ça. » Et un jour, alors que je m'en souviens bien, tu vois, c'est comme les grands événements, c'est comme la mort de Lady Di ou tout ça, j'étais à la ludothèque de Metz quand j'ai vu sur Instagram que Rachel Bloom jouait son spectacle à Londres. Et bien, ni une ni deux, nous avons pris des billets de train et surtout des billets pour le spectacle pour aller voir ce One Woman Show. On va dire c'est pas une comédie musicale à proprement parler, mais donc c'est un seul en scène qui intègre des chansons originales, hein, donc des chansons écrites pour le spectacle. C'est un spectacle dans lequel on retrouve un petit peu l'esprit de Crazy Ex-Girlfriend, mais surtout, je trouve qu'on retrouve l'esprit du livre de Rachel Bloom, I Wanna Be Where the Normal People Are, son plus ou moins autobiographie, qu'elle avait publiée en 2020. Donc, on est sur quelque chose de très éclectique, on va dire, en termes de ton, qui passe de la blague la plus potache, parfois au goût relativement douteux, à des trucs hyper forts, hyper durs, notamment la mort d'Adam Schinger, qu'elle évoque évidemment, avec même tout un jeu sur l'attente du public, du fait qu'elle va parler de ça. Voilà, de la perte de cette amie très chère et aussi finalement d'une figure qui compte aussi beaucoup pour tous les amateurs du travail de Rachel Bloom, puisqu'on le rappelle, c'est un des co-compositeurs des musiques de Crazy Ex-Girlfriend. Oui, tu l'as dit, on est sur un spectacle dont le thème est la mort, annoncé dès le titre, puisque le titre c'était Death Let Me Do My Special, qui est devenu Death Let Me Do My Show depuis qu'elle le joue à Broadway. C'était un special parce que ça se jouait que quelques dates, maintenant c'est devenu un show puisque ça se joue de manière un peu plus prolongée. Donc elle s'adresse à la mort en lui disant à la mort, laisse-moi quand même faire mon spectacle. Voilà, c'est toujours comment créer, comment jouer, etc. avec la présence de la mort qui est toujours là à côté, quoi. C'est un peu ça le thème du spectacle. Bah, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Je me souviens particulièrement, je ne sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, de la chanson où elle parle de ce qu'elle ressent en tenant sa fille endormie dans ses bras. Et de la peur au même moment où t'es heureux parce que t'as ton enfant qui dort sur toi, au même moment t'as peur que ton enfant meure. Enfin voilà, c'est les chansons, je me souviens, ça faisait Please Don't Die. Ça m'a énormément parlé. Je pense que ça parle à beaucoup de parents, le fait de penser que son enfant va mourir dans son sommeil. Celle-là m'a énormément touchée. Encore une fois, c'est comme dans Crazy Ex-Girlfriend, c'est
l'écriture des chansons est à la fois hilarante et à la fois bouleversante, et les deux en même temps. Et du coup, les deux encore plus chacun. Enfin voilà, c'est ça que je trouve encore une fois le talent incroyable de Rachel Bloom, qui m'impressionnera toujours. On va pas trop en dire parce qu'il y a beaucoup de surprises aussi dans le spectacle. Il y a la présence surprise d'un autre comédien qu'on connaît, qu'on aime, voilà, qui à un moment surgit, voilà. Et je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est pas toujours lui qui a joué ce rôle-là. D'accord. À vérifier. Mais je me demande s'il n'y a pas eu d'autres comédiens du même sérail, on peut dire, qui ont aussi joué ce rôle-là. À vérifier, bref. Tout cela est très allusif. C'est un peu cryptique ce qu'on dit, parce qu'on veut pas révéler. Voilà pour Rachel Bloom, notre idole, bien sûr. Fanny, toi, tu as eu l'occasion de voir d'autres pièces à Londres, et notamment le revival qui a beaucoup fait parler de lui et qui est arrivé à Londres récemment, de Oklahoma. Tu l'as vu en mai. Tout à fait. Au même moment. Voilà, lors du même séjour, on a essayé de rentabiliser. J'avoue que cette pièce m'a beaucoup surprise. J'avais bien évidemment compris que c'était une version nouvelle, modernisée d'Oklahoma, mais je ne pensais pas que ce serait, si je puis dire, si différent de l'idée que je me faisais d'Oklahoma. Bon, le truc c'est que quand j'ai vu cette version, je connaissais pas du tout l'œuvre, et donc il y a plein de sujets qui sont abordés dans Oklahoma qui m'ont surprise. La question du suicide, du consentement, j'en dis pas trop, mais ça finit quand même par un meurtre. Bon, voilà. Donc j'ai vraiment depuis beaucoup l'envie de voir le film et peut-être une production entre guillemets plus classique d'Oklahoma pour apprécier les différences, parce que là c'est un peu compliqué de parler de la réadaptation si j'ai pas vu les œuvres originelles. Il y a quand même des choses qui, sont des nouveautés en soi, notamment le fait que le cast est colorblind, ce qui n'était bien évidemment pas le cas du film de 55, mais qui est peut-être le cas de productions récentes, mais plus classiques, si on peut dire, de la pièce. Donc voilà, on va dire c'est une forme de nouveauté, mais c'est peut-être pas la plus grande nouveauté de ce spectacle. La nouveauté, il me semble, c'est avant tout le changement des interprétations, des arrangements, même des orchestrations des chansons, où parfois on va vraiment vers la country, la soul, la folk. Ça change tout simplement beaucoup le style des chansons qu'on a dans l'oreille si on écoute ne serait-ce que la bande originale du film. On a aussi des effets de lumière très étonnants, qui est que la majorité du spectacle se joue lumière allumée. Le public est éclairé. Au début, je me suis dit, c'est gênant, ils ont oublié d'éteindre la lumière. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai compris que c'était voulu. C'est pas désagréable, je trouve que les gens finalement se tiennent mieux que lorsqu'il fait sombre et que parfois ils sortent pas leur téléphone. Voilà. Et ponctuellement, on a le passage à une atmosphère un peu plus sombre et parfois le noir total. Alors je me souviens plus exactement, j'avoue, à quel moment, mais il me semble que pour les numéros, la lumière se tamise un peu. Et à certains moments où le dialogue est vraiment, on va dire, plus grave, voilà, les moments les plus dramatiques de la pièce, on plonge dans le noir total. Donc on a une interrogation finalement sur la lumière, pas simplement sur scène, mais aussi l'atmosphère dans laquelle est plongé le public, qui varie tout au long du spectacle. On a aussi, là c'est un peu mes remarques en vrac, mais c'est vraiment ce dont je me souviens et ce que j'avais noté sur le coup. Un jeu assez prononcé avec la vidéo. Une fois de plus, on retrouve ce qu'on avait déjà vu dans une précédente production de West Side Story et ce qu'on a observé là sur Starmania. Ils filment parfois en gros plan sur scène, en direct, et retransmettent en fait ces images sur un écran géant de façon assez classique, pour aller plus loin dans l'intimité du personnage, sur les moments les plus dramatiques, pour qu'on voit bien les expressions des acteurs. Donc ça aussi, c'est un choix de mise en scène très très frappant et très contemporain. Et alors là où j'étais totalement démunie, j'avoue, c'est que le fameux Dream Ballet de Lauret, le passage le plus connu de la pièce, parce que vous vous en souvenez, c'est le moment qui est souvent cité comme le premier Dream Ballet de l'histoire de la comédie musicale, même si apparemment c'est pas tout à fait le cas, mais bon bref, on a ce moment entièrement dansé pendant lequel le personnage de Lauret donc réfléchit à sa situation. Et ce Dream Ballet, c'était du coup un ballet contemporain. Et alors moi je m'étais dit chouette, je vais voir enfin le Dream Ballet de Oklahoma dans sa version originale. Et en fait pas du tout, c'était
Et bon, moi, j'avoue, je suis assez hermétique à la danse contemporaine, donc ça m'a un peu déplu. Mais bon, voilà, c'est juste que je savais pas, donc c'est pas bien grave. En vrac, en plus, encore plus en vrac, sur le vrac, j'avais noté qu'on avait des super interprètes. Je me rappelle notamment, alors pas de son nom, j'en suis désolée, mais de l'interprète de Aunt Heller, donc en fait la tante Heller, là, un peu la matriarche de la pièce. Le rôle, vous en souvenez peut-être, est tenu par Charlotte Greenwood dans le film de 55 et avait même été écrit originellement pour elle dans la pièce. Mais bon, elle n'avait pas pu jouer le rôle à Broadway, donc elle le joue dans la version cinématographique. Donc on s'attend quand même à ce que ce soit une femme d'un certain âge qui le joue. Ici, c'était joué par une jeune femme et j'ai compris après coup qu'en fait c'était la doublure de la titulaire du rôle. Mais du coup, il y avait quand même quelque chose d'un peu bizarre, qu'elle était vraiment beaucoup trop jeune pour le rôle. Mais elle était formidable. Elle était absolument, aussi très charismatique, enfin, en faire des tonnes. Donc, elle était très bien. Mais j'avoue, au début, là encore, ça a un peu heurté ma compréhension. Mais du coup, c'est elle, tante Heller. Mais c'est un peu bizarre. Enfin bref. Mais ça fonctionnait quand même très bien. Et la lead dancer que j'ai vue, qui joue le rôle de Dream Laurie, puisque alors là pareil, je crois que c'est le cas dans l'ensemble des productions, mais je voudrais pas dire de bêtises, mais que le rôle de Laurie dansée est joué toujours par une danseuse en fait, parce que le rôle est autrement juste chanté. Elle passe le relais à une danseuse, ouais. Voilà. Et bien là, l'interprète de ce personnage de Dream Laurie est Marie-Astrid Mentz, une Française qui travaille à Londres et qui avait doublé le rôle de Fiona dans la série OCS sur l'opéra. Vous vous en souvenez peut-être? Ah ouais. Fiona, donc c'était le personnage de danseuse noire là, qui intégrait l'opéra de Paris. Et Marie-Astrid Mentz s'est d'ailleurs aussi beaucoup exprimée sur le racisme de l'opéra, enfin de la danse classique en France, qui ne lui permettait pas en tant qu'interprète noire de pouvoir progresser dans sa carrière de danseuse classique. Et c'est pour ça qu'elle a été à Londres en fait, où elle a trouvé davantage d'opportunités en tant que danseuse classique noire. Et donc ici, elle joue le rôle de Dream Laurie. Donc voilà, j'étais assez contente du coup de la voir danser pleinement, puisque en tant que doublure finalement, on ne la voyait que danser de loin. On savait jamais vraiment quand c'était elle dans la série d'OCS. Bref, une très bonne découverte, même si j'ai été un peu déroutée, et plus déroutée encore que ce que je pensais, mais j'ai compris aussi en quoi le revival faisait tant parler de lui. Et figurez-vous, chers auditeurs, je vais vous le dire, qu'on m'a disputé à la fin du spectacle parce que j'avais pris une photo des saluts. Et normalement, on a le droit de prendre une photo des saluts. Mais si, je t'ai pas dit. J'étais mortifiée, j'avais l'impression que j'étais une criminelle affreuse. Ils m'ont chopée à la fin. C'est fou ça. Je suis sûre que je te l'ai dit, j'étais tellement traumatisée, j'ai dû t'écrire dans la foulée. Ils m'ont chopée en me disant, madame, vous avez pas le droit, il faut effacer cette photo de votre téléphone. Donc je l'ai effacée. Évidemment, je l'ai récupérée après, puisque je suis une malfrate. Mais après, je suis partie. Heureusement, j'étais trop mal. J'étais genre dans les quartiers des théâtres. J'avais trop l'impression que la police allait se jeter sur moi. Ça me dit rien que tu me l'as raconté. C'est peut-être le moment où j'étais désespérée parce que mon Eurostar partait pas. Je sais pas, peut-être, mais... Je me souviens pas de cette anecdote, mais c'est incroyable. Mais oui, ils m'ont dit, non, mais parce qu'il y a... c'est vrai qu'il y a un truc... Enfin, voilà, comme je sais pas ce qui est de cette production et ce qui est habituel dans Oklahoma, ils m'ont dit que la tenue dans laquelle était un des personnages, dans les saluts, ça spoilait le truc, quoi. Autre spectacle que tu as vu à Londres, Fanny, c'est Back to the Future, Retour vers le futur, donc l'adaptation du célèbre film, que moi j'avais déjà vu précédemment, donc si ça vous intéresse d'avoir mon avis à moi, vous pouvez écouter le bilan 2022. Eh bien, j'ai adoré, évidemment. Back to the Future, c'est donc l'adaptation en comédie musicale du film de Zemeckis. C'est évidemment une énorme machine. Enfin, genre vraiment, je pense que le mot énorme machine n'a jamais été aussi approprié. On a évidemment beaucoup de numéros dansés, beaucoup de musique, ça n'arrête pas. Parfois, je me suis même dit que c'était un peu trop. Je me souviens notamment qu'on avait un numéro donc du personnage de Doc juste après l'entracte qui m'a semblé presque inutile. Enfin, au bout d'un moment, il y a trop de spectacles. On veut aussi quelques moments de respiration. Beaucoup de changements de décor, changements de costumes. Et juste comme ça, une voiture qui vole.
parce que bah évidemment Ouais. la DeLorean elle vole, évidemment c'est trop bien, genre c'est incroyable. Le public même applaudit lorsque ça va décoller. Enfin il y a souvent ce moment d'attente de la voiture qui vole. Voilà, c'est aussi un moment iconique du film. Donc le public est super content, c'est super spectaculaire. On a peur que ça tombe, enfin tout ce qu'il faut quoi. Ouais, c'était incroyable. Comme dans le film, je trouve toujours que la sous-intrigue entre Marty, enfin la mère de Marty qui tombe amoureuse de son fils dans le passé, bah voilà, ça peut être super creepy. D'autant que c'est plus développé que dans le film, il me semble. Enfin, je dis peut-être une bêtise, je me rappelle pas bien de. Bah, en tout cas, il y a une chanson de la mère de Marty qui Ouais, dit There's something about that boy, qui est sympa d'ailleurs la chanson, mais du coup oui, ça développe son attirance pour son fils. voilà, qui aurait pu être super creepy, mais bon, ça va quand même. J'ai trouvé très bien les interprètes que j'ai vus. Alors là, pareil, je suis désolée, mais j'ai pas le programme sous la main. Et d'ailleurs, je n'ai pas le programme parce que j'avais préféré acheter un pins et un porte-clés, mais j'ai perdu le porte-clés. C'est horrible. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on aille racheter un Ah merde, porte-clés quand on va aller à Londres. c'est une catastrophe ça. J'ai envie d'aller faire ça. Donc, mais en tout cas, j'ai trouvé les interprètes du père et de la mère très bien. Il y a aussi, comme souvent, hein, des petits clins d'œil méta, notamment le moment où Marty demande à Doc qui sont ces danseuses qui apparaissent sur scène, et Doc dit je ne sais pas, mais elles apparaissent à chaque fois que je me mets à chanter. Où on a aussi ce moment où le numéro s'interrompt brusquement et Ouais. les danseuses sont encore sur scène et elles sont gênées et on leur dit de filer et qu'elles étaient fabuleuses. Voilà, donc on a des moments où le spectacle se regarde en train de faire du spectacle. On a aussi des allusions à la culture populaire, notamment au cinéma, avec des références à Star Wars, au Magicien d'Oz. On a aussi des petites modifications ou actualisations par rapport au film. Notamment les terroristes du film qui sont censés tuer Doc juste avant qu'il ne n'aille dans le passé. Donc bref, vous voyez, Marty est censé changer le cours du passé pour changer le cours du présent. Enfin, ce n'est pas du tout clair, mais vous voyez les idées de l'intrigue Je de pense Retour qu'ils vers ont le vu le futur. film. Voilà. Ça ira. Et ben, ces fameux terroristes sont remplacés ici par une histoire de radiation à l'uranium. Et on a aussi l'intégration de petites blagues sur 2020 et le Covid, voilà, sur ce qui attend dans le futur, bref. Mais en tout cas, un super spectacle que je recommande évidemment sans hésiter et que j'aurais même envie d'aller revoir. Hein. Tu sais, c'est le genre de spectacle, je me dis, on en a tellement pris plein la gueule pendant 2h30 qu'il faut y aller à tête reposée une deuxième fois pour bien apprécier. Et enfin, toujours à Londres, un spectacle que je devais voir, mais que Fanny a vu sans moi, à cause d'une grève de l'Eurostar. Je soutiens les grèves. Je soutiens toujours les grèves. Mais celle-là, j'avoue, je m'y attendais pas. L'Eurostar qui fait grève, là vraiment. Et du coup, j'ai raté Frozen. Et j'ai même pas trouvé moyen de se faire rembourser le truc qu'on rate. Bon, bref. Oui, je me demandais si t'avais essayé finalement. Ouais, j'ai regardé s'il y avait des compensations. On pouvait leur dire, bah j'ai pas pu aller à ce spectacle à cause de vous, donc vous pouvez me rembourser les places, mais j'ai pas trouvé. Bon, mais dommage car j'aurais bien vu Frozen. Mais tu Bah vas nous ouais. dire ce que t'en as pensé. Ben, j'ai bien aimé, mais j'avoue que c'était dur pour Frozen de passer après Back to the Future. Parce que finalement, c'est aussi un spectacle qui mise beaucoup sur le spectaculaire, les changements de décor, voilà, le fait d'en avoir plein la vue, mais qui va malgré tout moins loin hein, que Back to the Future et sa voiture volante. Hein. C'est bizarrement, il me semble, assez différent du film parce que, à la différence de du Roi Lion ou de La Belle et la Bête, hein, qui sont vraiment des adaptations très très fidèles du film, il me semble ici, mais alors peut-être que je dis une bêtise, hein, qu'on incorporait des éléments de Frozen 2, mais à la marge, hein, parce que l'histoire c'est globalement celle du premier, mais il me semble qu'il y avait des petites variations de ce côté-là. Et on n'a pas toujours ce plaisir de reconnaître des chansons qu'on connaît parce que, bah, comme d'habitude, hein, il y a toujours ces nouvelles chansons. Alors finalement, comme ce qu'on disait à propos des remakes live action, hein, ce qu'on préfère, c'est reconnaître précisément les chansons du film. Ouais. Et les chansons en plus, bah, souvent, elles n'arrivent pas bien à se marier avec le reste. Hein. C'est toujours dommage parce que peu de ces nouvelles chansons m'ont vraiment marqué. Alors j'ai bien aimé, alors je me rappelle pas des chansons, là c'est juste mes notes que je revois.
Il y a le duo de Anna et de Hans qui doit être le même que dans le film. Mais on a aussi un deuxième duo entre les deux sœurs, une nouvelle chanson, un autre solo de Elsa. Donc voilà, il y a quelques chansons qui m'ont marqué sur le coup, mais j'avoue ne pas les avoir réécoutées depuis, donc je pourrais pas trop vous en dire plus. Alors, dans ce que j'ai noté tout d'abord sur le cast, je précise que c'était un cast assez étonnant parce que c'était un cast colorblind. C'est pas, on va dire, étonnant en soi, mais ce qui m'a profondément perturbée, c'est que on a non seulement un cast colorblind, donc voilà, pourquoi pas, mais aussi un espèce de swap de couleur de peau, si je puis dire, entre les petites et les grandes Elsa. Alors je me souviens plus, mais je crois qu'on avait une petite Elsa noire et une petite Anna blanche. Et pour les grandes, c'était l'inverse. Alors j'avoue en soi évidemment que le casting colorblind ne me pose absolument aucun problème. Mais dans ces cas-là, je me dis, est-ce qu'il ne serait pas quand même bon, juste pour la simplicité de la compréhension du public, de maintenir, voilà, et si on a une petite Anna noire, on a une grande Anna noire. Enfin, je sais pas, c'est logique. Elles étaient de toute façon excellentes, donc c'est pas bien grave. Mais je me suis dit, heureusement qu'on a les costumes, le vert est d'un côté et le bleu de l'autre pour les reconnaître, parce que... Donc voilà, on est censé les reconnaître, plutôt finalement grâce à leur couleur de cheveux que leur couleur de peau, soit. Et donc en fait, ouais, à la fois Anna et Elsa, je l'avais noté, étaient des doublures, et elles étaient vraiment très très bien, même si Elsa, elle a raté la note juste avant de The Call Never Bother Me Anyway, donc j'étais, la pauvre, voilà, bref. Ah merde. Les gens étaient quand même super contents, ça n'a pas, mais je me suis dit qu'elle devait être un peu embêtée. Dans les points forts, j'ai retenu une scénographie très impressionnante, en particulier le château glacé, le pont. Il y a même des petits bouts de neige, enfin tu vois, de stalactites qui tombent lorsqu'ils marchent sur le pont, c'est trop mignon. Tous les effets, changements de costume, décor sont hyper réussis. Par exemple, la première fois qu'elle fait surgir de la glace lors du couronnement, tu sais qu'elle fait surgir de la glace de manière involontaire. Là-bas, ça fonctionne très bien. Et bon voilà, il y a tout ça qui est très compliqué à retranscrire sur scène, hein, parce qu'il y a toujours cette idée que dans un film d'animation, on peut dessiner, on peut faire n'importe quoi, mais quand c'est des vrais gens sur une vraie scène qui doivent construire des châteaux de glace, c'est un peu plus tricky, quoi. Les marionnettes de Sven et de Olaf marchent très bien aussi. D'ailleurs, sur Olaf, on a carrément un comédien visible sur scène, enfin, tu vois, qui est habillé en noir, il me semble, enfin, de manière neutre, mais on voit qu'il est là, il n'est pas caché derrière la marionnette, mais ça marche très bien. Donc ça, c'était dans les points forts, un tout qui fonctionnait très bien. Ce qui fonctionnait un peu moins bien, c'est toutes les scènes à Arendelle qui apparaissaient par comparaison un peu ternes parce qu'on voyait qu'ils avaient vraiment mis tous les moyens sur la reconstitution du château. Pour la ville d'Arendelle, c'était un petit peu plus rudimentaire et pas très flamboyant, bon, par comparaison. Le livret a quelques longueurs, hein, clairement, je me suis ennuyée au milieu. Et le fait que Hans se révèle méchant à la fin est un petit peu mal introduit. En plus, voilà, ça fait pas l'espèce de révélation incroyable comme dans le film. Il dit qu'il l'aime pas, après il l'épouse. Enfin, c'est un peu bizarre. Enfin, il y a une petite incohérence à ce moment-là. Je voulais juste dire quelques mots en particulier sur Let It Go parce que c'est évidemment le numéro que tout le monde attend, le numéro qui est intéressant de comparer avec le film. Hein. Ici, tout est mis sur l'arrière-plan et les projections de glace. Hein. Évidemment, c'est le plus pratique. La chanteuse ne se déplace quasiment pas, elle reste en avant-scène pour que le décor glacé au fond apparaisse, hein, qu'elle évite de se prendre un château sur la tronche. Donc voilà, elle chante sa chanson avant-scène et tout se passe derrière elle. Et la puissance de la transformation doit passer à la fois par le belt et cette magnificence des décors, alors que évidemment au cinéma on a les mouvements de la caméra hein, qui accompagnent la voix de la chanteuse. Ici, ça doit être transmis hein, par la chanteuse et sa puissance seule finalement, même si elle a le support visuel du décor qui se construit derrière elle. Et c'est peut-être pour ça qu'elle fait The Call Never Bothered Me Anyway, qu'elle fait un truc hyper puissant à la fin, qui n'est pas sûr. Dans le dessin animé. Autre moment spectaculaire ultime hein, de Let It Go, c'est le changement de robe qui donc est tout aussi spectaculaire et soudain que dans le film.
Le changement de robe a été applaudi. Enfin, moi j'aime bien cette idée où t'as un effet spécial en soi qui est applaudi par le public. Personnellement, j'ai vraiment été bluffée par la façon dont ces gants et ces capes s'envolent. J'avais vraiment rien vu venir, alors que j'essayais de faire hyper gaffe à ce changement de costume. Hein. Voilà, j'avais envie de voir comment c'était fait, mais j'ai pas vu. Hein. C'est comme le truc du magicien, tu vois pas comment c'est fait. Mais il y a aussi ce truc qu'on est un peu distrait aussi par les projections à ce moment-là, qui permettent aussi, je pense, de dissimuler quelques effets, parce que voilà, il y a tellement à regarder que même si on veut se concentrer sur quand elle change sa robe et enlève ses gants, ça marche pas parce qu'il y a trop de spectacle derrière. Donc bref, donc tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé, hein, c'était du grand spectacle, c'était hyper plaisant, on est content de réentendre les chansons du film et notamment Let It Go, même si je pense que malheureusement Frozen a un peu souffert de la comparaison avec Back to the Future. Et ben voilà, j'ai l'impression qu'on est arrivé à la fin de notre bilan 2023 après quelque chose comme 2h40 d'enregistrement, hein, c'est ça? C'est ça. Voilà, ça va être un épisode très long à monter, voilà, bon courage à moi. mais c'est toujours bien de faire ce bilan, je suis toujours contente de revenir sur les choses qu'on n'a pas pu évoquer tout au long de l'année. N'hésitez pas à nous faire tous les retours que vous voulez sur ces œuvres-là, si vous les avez vues, si vous avez envie de les voir, etc. Retrouvez-nous, si vous le pouvez, le 14 janvier pour la projection de All That Jazz à 17h au cinéma L'Archipel. Et on se revoit très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz qui cette fois-ci sera consacré à une seule œuvre, je vous rassure. À bientôt. Salut tout le monde.